Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité, police, justice. Et évidemment, on va revenir sur ces violences. C'est un an des Gilets jaunes qui ont été marqués par de nouvelles scènes de guérilla urbaine. Ça s'est passé hier, place d'Italie. Beaucoup de dégâts, des dégâts qu'est venu constater d'ailleurs le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui s'est rendu à la mi-journée, place d'Italie, pour constater les dégâts, se recueillir aussi devant la statue du maréchal Juin et ce monument qui a été endommagé par des gilets jaunes hier. Image de ce préfet Didier Lallement qui était aux commandes hier du dispositif de maintien de l'ordre, un dispositif qui a évolué depuis un an, qui sera entériné d'ailleurs dans ces changements dans les prochaines semaines. On va décrypter tout cela avec nos invités. Guillaume Fard, notre consultant sécurité BFM TV, et David Lebars, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de La haine dans les yeux. C'est chez Albin Michel, la haine contre les policiers, contre les forces de l'ordre. C'est ce qu'on a vu hier. On va aussi en parler. Merci à vous deux d'être là. D'abord, revoir ces images choquantes, ces images d'hier pour les comprendre avec vous. Cette place d'Italie prise d'assaut par des casseurs, des black blocs qui prennent les barrières de chantier, qui prennent le matériel urbain pour monter des barricades, pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé place d'Italie hier? Parce que ça a duré de 10h30 à quasiment 16h, au moment où les forces de l'ordre sont intervenues de façon plus musclée pour évacuer cette place. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très simple et que tout le monde a vu. On a une place d'Italie qui regorgeait de voyous, casseurs, black blocs et de tous ceux qui voulaient et étaient venus pour en découdre. On a eu une série totale d'images déplorables et puis, je dirais, un cap qui a été franchi puisque des agressions totalement assumées sur les pompiers qui venaient pour éteindre des incendies. Ces mêmes pompiers qui ont été pris à partie physiquement, caillassés avec ces mêmes individus. Donc des images déplorables. Après, sur le service d'ordre lui-même, on pourra en reparler. Un choix sans doute stratégique de les canaliser sur cette place pour pas qu'ils commettent ce type de dégradation dans tout Paris. Ce qui est déjà une façon de juguler ce type de violence et de les canaliser au même endroit pour aussi mieux interpeller. Oui, David Lebars, on a la version du préfet de police de Paris qui parle en direct hier à 15h et qui dit voilà, on les laisse à cet endroit-là, on a préféré les laisser à cet endroit-là plutôt qu'intervenir et risquer qu'ils puissent se disperser, tous ces casseurs, dans les rues adjacentes et dans Paris. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était la bonne stratégie, selon vous? En tout cas, c'est la stratégie assumée du préfet de police. Moi, en tant que policier, je le raconte dans beaucoup d'anecdotes dans ce livre, une fois que ça court partout, c'est beaucoup plus difficile. Souvenez-vous des reproches qu'on a eus, policiers, gendarmes, quand les violences urbaines se déroulaient dans tout Paris. On avait un peu la sensation que plus rien n'était géré. Le choix qui a été fait hier, c'est de les canaliser dans un seul endroit. Alors oui, il y a des dégradations, oui, il y a des actes inacceptables, mais il y a deux avantages à ça. Ça ne se passe pas ailleurs. Et quand c'est possible, on interpelle et ça permet ensuite de les présenter à la justice. Est-ce qu'hier, c'était le titre de votre livre, La haine dans les yeux, est-ce qu'hier, c'était la haine du policier? Et justement, la haine contre les policiers. Avant de vous laisser répondre à cette question, je voudrais juste qu'on envoie une illustration, parce que c'est effectivement le titre de votre livre, comme vous le dites, Dominique. Je l'ai montré trop tôt. Ces images, pas du tout, ces images qui l'illustrent parfaitement. Cette laverie où deux policiers vont se réfugier, poursuivis par des casseurs. Et ces casseurs qui vont s'en prendre, on le voit, à ces vitrines, qui vont utiliser des barrières de chantier pour briser les vitrines. À ce moment-là, j'imagine que les policiers se disent que leur vie est peut-être en danger. D'abord, que voyez-vous dans ces images? La haine dans les yeux, elle est peut-être là, comme le disait Dominique. C'est ce que je décris, c'est la haine du policier. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant que c'est la haine assumée, puisque ces gens-là se filment, soit eux-mêmes, soit par des médias qui sont sur place, et assument parfaitement ce type d'acte. Moi, je rends hommage à ces deux policiers, on le voit, ils ont du sang-froid, ils sont dans la vitrine, dans le magasin, protégés par une modeste vitrine. Il y a sans doute beaucoup plus d'agresseurs que ce qu'on voit à l'image. On voit bien qu'il y a de la sérénité. Ça me rappelle les images, souvenez-vous, sur les Champs-Élysées, d'un motard qui, pour pouvoir fuir avec ses collègues, avait fait une sortie d'armes forte, intelligente, puisque ça lui avait donné les quelques secondes pour partir et ne pas faire usage de son arme. Ce que je décris dans ce livre, c'est l'inquiétude. Si on continue à assister à ce déballage de haine et de violence cautionné par une partie de la classe politique, ça a encore recommencé hier, on va avoir un jour une situation où le policier va être totalement isolé, il va se retrouver avec une nébuleuse qui va en prendre à sa vie, et ce jour-là, on va aller sur un incident peut-être majeur. Il va falloir qu'on arrête de cautionner tout ça et que chacun prenne ses responsabilités. Guillaume Fard, depuis un an sur BFM TV, vous nous aidez chaque week-end à comprendre ce qui se passe. On a vu ces violences
répétées chaque samedi. Est-ce qu'elles sont montées en puissance, ces violences? Oui, incontestablement, mais on peut dater la montée en puissance bien avant les manifestations de Gilets jaunes, probablement aux environs des manifestations loi travail. On est en 2016, mais souvenez-vous, en 2016, c'est déjà particulièrement violent. À Nantes, notamment, le centre-ville, qui est l'objet d'affrontements pendant toute cette séquence manifestation loi travail, également à Paris, avec la dégradation de l'hôpital Necker, dont les images ont frappé l'opinion publique. Et puis les 1er mai 2017, des policiers qui sont incendiés par des engins incendiaires qui leur sont projetés. 1er 2018, avec ce restaurant de restauration rapide du boulevard de l'Hôpital, qui est là aussi incendié. Et puis, effectivement, toute la séquence des manifestations Gilets jaunes qui va justifier d'abord la loi anti-casseurs, il faut s'en souvenir, c'est la réponse, c'est une des réponses politiques du gouvernement, et puis la réforme du schéma national de maintien de l'ordre. On est immédiatement après le 16 mars 2019. Alors justement, puisque vous parlez de ce schéma national du maintien de l'ordre, il faut expliquer ce que c'est. C'est en fait le document qui donne la ligne de conduite à tenir en termes de maintien de l'ordre en France. Vous le disiez, depuis un an déjà de Gilets jaunes, il a évolué, puisqu'on l'a vu, il y a eu un changement de préfet à Paris, la doctrine a évolué. Cette doctrine, elle est en cours d'écriture, elle devrait être formalisée, entérinée dans les prochaines semaines. Nos confrères de Libération ont pu consulter des documents de travail qui vont permettre la finalisation de ce document. On va faire le point sur ce qu'ils ont vu et on va décrypter avec vous. C'est un sujet d'Elisa Tran. Aller au contact des manifestants, une méthode apparue au fil des manifestations de Gilets jaunes l'hiver dernier. À l'époque, Christophe Castaner justifie cette stratégie par le changement d'attitude des manifestants. Nous sommes passés d'une approche statique à une approche offensive, à une approche mobile, qui permet justement de constituer des équipes qui vont systématiquement interpeller, quand elles le peuvent, les casseurs. Des forces de l'ordre de plus en plus mobiles, la preuve encore ce week-end. Un travail salué par le ministère de l'Intérieur. Réactivité et mobilité. Les forces de l'ordre procèdent sans délai à la suppression des différents points de blocage de la circulation afin d'empêcher violence et dégradation. Sur le terrain, l'action des CRS est désormais renforcée par des brigades à moto, des unités de la BAC et de la brigade de recherche et d'intervention, sollicitées pour procéder à davantage d'interpellations. Dans un document de travail que nos confrères de Libération ont pu consulter, Beauvau évoque cette pratique devenue récurrente. Lorsque des risques sont identifiés, le dispositif doit prévoir une capacité d'intervention mobile et réactive sur les troubles à l'ordre public. Selon le journal Libération, le gouvernement souhaite conserver une ligne dure sur le maintien de l'ordre. Les sommations devraient être mieux encadrées à l'avenir. Les forces de l'ordre devront indiquer plus clairement qu'elles peuvent faire usage de leurs armes. Des armes comme le LBD ou les grenades de désencerclement, peu évoqué dans ce document de travail. Plus de réactivité, aller au contact, est-ce que c'est une bonne chose pour vos policiers, pour vos hommes sur le terrain? Mais c'est une bonne chose pour les policiers, puis c'est une bonne chose pour les citoyens qui doivent pouvoir continuer à manifester. Moi, je rappellerai deux tournants dans ce changement de doctrine. Le 1er décembre, on nous avait reproché d'être trop statique. On avait eu un schéma de maintien de l'ordre figé, classique, et résultat, on a eu des violences urbaines et on a été pris de court, pris de vitesse. Et dès le 8 décembre, on a vu que la mobilité produisait des résultats. Et je rappelle quelque chose qu'il faut toujours dire. Plus de mobilité, plus d'interpellation, plus de contacts. Pour autant, il y a eu moins de blessés le 8 décembre, malgré un dispositif qu'on dit offensif. Donc, il faut arrêter avec ces thématiques, ligne dure, dureté. La question, c'est de savoir comment on fait face à ces violences urbaines et ne pas mélanger violence urbaine, maintien de l'ordre. D'être bien clair sur qui on a en face et comment on s'adapte par rapport à ces méthodes. Ligne dure, c'est probablement parce que cette idée du corps à corps, elle n'est pas habituelle dans la tête des Français. Elle existe ailleurs. En Allemagne, par exemple, on parle souvent du modèle allemand, mais le modèle allemand, c'est aussi d'assumer le contact. L'exemple le plus fort, c'est le plus frappant, c'est le G20 à l'été 2017. On est à Hambourg et là, il y a contact entre les policiers allemands et le Black Bloc. Et il y a des affrontements qui sont des affrontements au corps à corps et qui occasionnent d'ailleurs de nombreuses blessures. Mais sur la mobilité, ce que je voulais ajouter en complément à ce que disait David Lebars, c'est que la mobilité, c'est pour tout le monde. Certes, c'est les détachements d'action rapide qui deviennent brigades de répression de l'action violente, mais c'est aussi les CRS. Qu'a-t-on vu hier? On a vu des CRS particulièrement mobiles dans le quartier des Halles, qui allaient au contact, qui allaient à l'interpellation. Et l'image, le cliché du CRS qui joue au tarot dans son bus et qui attend que ça se passe, je crois que cette image, elle est parfaitement révolue. Le directeur des CRS, le préfet Philippe Clément, les a équipés de podomètres. Bien, vous savez ce qu'on a mesuré pendant ces manifestations de Gilets jaunes, qu'un CRS pouvait marcher jusqu'à 20 km un samedi comme hier. Donc l'image de mobilité, ça concerne l'intégralité des fonctionnaires de la police nationale et on peut rajouter à ça les gendarmes mobiles. Le risque, si cette nouvelle doctrine se met en place, c'est évidemment le risque des blessures, le risque des événements graves. On se souvient de 86, de Malik Oussekine. C'est ça que tout le monde craint aussi.
Oui, mais entre Malik Oussekine et les événements récents, on a aussi vendu partout dans le monde le maintien de l'ordre à la française comme étant un maintien de l'ordre efficace, respectueux des libertés. Donc il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Il faut se rappeler que Guillaume Fard l'a dit, les violences ont augmenté dans les manifestations. Ce n'est pas les Gilets jaunes qui en sont les propriétaires. Ça a commencé avec d'autres manifestations. Et aujourd'hui, il faut que la police nationale, les gendarmes puissent faire face à ces exactions pour protéger les citoyens, les riverains, les biens, les commerces. Les images qu'on voit hier, je pense que les gens honnêtes, à partir de 9h du matin, quand on voit que des gens sont venus pour casser, brûler, piller, détruire, je pense que tout le monde a conscience que les forces de l'ordre doivent être mobiles face à ça, doivent interpeller pour que la justice puisse passer. Merci beaucoup David Lebars, merci à Guillaume Fard d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes pour nous aider à comprendre ce qui se joue derrière ces violences qu'on a vues hier et cette nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Et puis une image à vous montrer aussi, on vous en parlait à 13h dans le flash, cet envahissement du centre commercial à Paris par des manifestants gilets jaunes, boulevard Haussmann à Paris, aux Galeries Lafayette précisément. Et bien ces gilets jaunes qui sont en train d'être évacués par les services de sécurité, par les forces de l'ordre. Également évacuation en cours des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. On y reviendra évidemment dans nos prochains journaux. Tout de suite, c'est l'histoire de la semaine. Et l'histoire de la semaine, Dominique va nous emmener à Saran, c'est dans le Loiret, avec des drôles de cambrioleurs. Oui, faut-il parler d'audace, de folie ou d'inconscience? En tout cas, c'est la seule certitude, on a bien affaire à des voleurs. Et pas n'importe quel vol. Regardez bien, le mercredi 6 novembre, les gendarmes de la SR d'Orléans ont interpellé 10 Roumains qui venaient de commettre un vol de produits cosmétiques sur l'autoroute A10 à Saran. Des voleurs très audacieux, on va le voir grâce à cette animation qui a été réalisée. Elle va arriver, voilà, cette animation qui a été réalisée par notre ami Tarak Ruiz du service infographie de BFM TV. Un camion qui roule de nuit sur l'autoroute, une voiture qui arrive à l'arrière, qui vient se coller contre le camion, un homme qui sort par le toit ouvrant de la voiture, qui marche sur le capot, ouvre le camion, rentre dans la remorque. La voiture laisse place à une camionnette qui vient se coller contre le camion. L'homme, à l'intérieur du camion, lance des cartons dans la camionnette, dont le toit est spécialement aménagé, ouvert, comme avec un ouvre-boîte. Et donc, regardez, tous les cartons tombent à l'intérieur du camion. Évidemment, pas n'importe quel camion et pas n'importe quel carton, puisque le gang suit les poids lourds depuis leur chargement à l'entrepôt. Donc les camions sont choisis, qui transportent des cigarettes, des cosmétiques, des parfums, des choses qui sont faciles à revendre. Valeur totale des 21 raids nocturnes qui ont été réalisés par cette équipe partout. Dans le Centre-Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France. Valeur totale 3,5 millions d'euros. Regardez. Les camions donc étaient suivis. L'histoire ne dit pas si les gendarmes, en plus du délit de vol, ont retenu la conduite dangereuse et le non-respect des distances de sécurité sur l'autoroute. À l'histoire de la semaine, signé Dominique Rizet, chaque dimanche dans Affaires suivantes. Vous restez avec nous dans un instant, la deuxième partie de l'émission, et nous reviendrons sur cette affaire de la Josacine empoisonnée. C'était en 1994, une petite fille de 9 ans empoisonnée mortellement par du cyanure injecté dans le sirop qui devait la soigner d'une bronchite. Jean-Marc de Perrois a fait 12 ans de prison. Il a toujours clamé son innocence. Et bien la mère de la petite Émilie a fait le choix de le rencontrer, de lui parler aujourd'hui dans un livre. Elle livre ses doutes sur sa culpabilité. Ce sera dans un instant dans Affaires suivantes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, le doute d'une mère sur la culpabilité de l'homme condamné pour le meurtre de sa fille. L'affaire de la Josacine empoisonnée est l'une des plus grandes affaires judiciaires des 30 dernières années. Aujourd'hui, la mère de la petite Émilie Tanet, morte empoisonnée au cyanure, publie une contre-enquête. Elle a mis en écrit, elle a écrit ses doutes sur la culpabilité de Jean-Pierre de Perrois, qu'elle est allée rencontrer longuement. Elle a discuté avec lui plusieurs heures pour aboutir à ce livre où elle livre donc ses doutes. Ce sera dans un instant, juste après les coulisses de la semaine.
Ce sont des petits paquets de la taille d'une boîte à chaussures, paquets emmitouflés dans du papier cellophane pour rester bien hermétiques. Des paquets qui échouent au gré des marées sur les plages de la façade atlantique. Et ça depuis maintenant un mois. Au total, plus d'1 tonne de cocaïne a ainsi débarqué sur nos côtes. Alors, d'où peut venir cette marchandise? Qui et comment enquête sur cette affaire? Le décryptage, ce sera dans un instant avec Dominique et avec notre invité. Mais d'abord, les toutes dernières informations, c'est avec Elisa Tran. Sur le littoral atlantique ces derniers jours, les gendarmes en sont certains. Tous les promeneurs ne sont pas là pour admirer le paysage, mais plutôt à la recherche de mystérieux paquets blancs, comme celui-ci. Enroulé dans du cellophane, chaque ballot échoué contient environ 1 kg de cocaïne. J'ai trouvé un paquet, je ne savais pas ce que c'était, puis on nous a dit qu'il y en avait plein qui traînaient sur la plage. Il y a un pêcheur à pied qui a trouvé un sachet, là, un peu avant le week-end, à la Bernerie. On pourrait peut-être faire un petit film. L'incident pourrait en effet faire un bon scénario. Plus d'1 tonne de cocaïne a été retrouvée ces derniers jours sur les plages françaises. De la Gironde au Finistère. 5 kilos de drogue rien que sur cette plage bretonne. Toutes les plages autour de nous ont été fermées par arrêté et donc sont interdites à la population. Des centaines de kilomètres de côtes sont ainsi interdits sur la façade ouest et les gendarmes en hélicoptère ou à moto veillent à ce qu'aucune personne, mal intentionnée ou non, ne puisse approcher. Une question de santé avant tout, car le produit est pur. C'est un produit qui est très proche de la cocaïne base, donc un produit dangereux qui ne doit absolument pas être consommé en l'état parce que le risque d'overdose est très important. D'où vient cette cocaïne? Probablement d'Amérique latine, plaque tournante du narcotrafic. Une embarcation se serait délestée volontairement ou non de cette marchandise encombrante. Les enquêteurs pensent également au crash d'un jet privé. Et les courants marins se sont chargés du reste. Et invité d'affaires suivante, Brenda Mkemet, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme. Alors la question que tout le monde se pose, c'est évidemment d'où vient cette marchandise? Quelles sont les pistes, les hypothèses? Alors d'où elle vient, c'est assez simple, hein. C'est pas un scoop, elle peut venir de 3 pays seulement. C'est Bolivie, Pérou ou Colombie. C'est après que ça se complique en fait, puisqu'il y a des zones d'entrée diverses. Depuis quelques années, les organisations criminelles internationales ont vraiment multiplié les points d'entrée pour le marché européen. Il y a des zones qu'on appelle de rebond qui passent par l'Afrique. Vous avez ensuite des zones de rebond sur des îles proches de l'Europe. Mais tout doit converger. Donc la difficulté, c'est de faire arriver cette drogue sur le continent. C'est pas tellement de l'acheter, c'est pas tellement de la vendre. C'est vraiment cette zone-là entre la production et l'arrivée en Europe. On sait que dans la zone Antilles, la gendarmerie, la police nationale travaille. Il y a des antennes de tous les services de la lutte anti-drogue en France. Est-ce qu'on peut imaginer que cette drogue, elle puisse venir de là-bas? Un bateau qui s'échoue, un go fast qui largue sa cargaison ou qui coule. Et est-ce qu'elle peut avoir traversé? Parce qu'on en trouve quand même depuis la Bretagne jusque dans le golfe de Gascogne. Alors, il y a plein de possibilités, mais il faut savoir que la côte atlantique française est un spot vraiment très prisé des trafiquants depuis plusieurs années. Ça remonte même à plus de 15 ans, puisqu'on avait des organisations. Il y avait une affaire qui s'appelait l'affaire Palanchère au Sables-d'Olonne, où des trafiquants avaient été pris la main dans le sac en train de débarquer. Là, on était quand même sur une centaine de kilos. Il y a eu, il y a 2 ans, dans les Landes, vous vous souvenez, cette affaire des baïnes, c'était de 1 tonne 7 de cocaïne qu'une organisation grecque, donc qui n'est pas du tout implantée en France, a tenté de faire débarquer dans les Landes. Ça a échoué parce que c'est une façade maritime difficile, surtout à cette période de l'année. Et en même temps, vous disiez zone prisée. Pourquoi zone prisée? Parce qu'elle est extrêmement large en fait. Et si vous voulez, ça va. Déjà, vous avez toutes les plages landaises de nuit. Vous imaginez que pour surveiller ça, il faut quand même beaucoup de monde. Les organisations criminelles, par exemple comme la Camorra aussi, où là il y avait une organisation grecque, ont changé leur route depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années. Traditionnellement, ça arrivait plutôt par l'Espagne et par la Galice, qui était une grande zone de trafic. Il y a eu une pression en fait policière, judiciaire, qui a fait qu'il a fallu s'adapter. Et puis aussi, il y a une pression des organisations et de la production, où il y en a de plus en plus en fait qui déferlent vers l'Europe. Brenda Mkemet, on est presque à 1 tonne retrouvée sur les côtes françaises. Combien ça vaut là-bas, prix d'achat pour des gros trafiquants, et combien ça se revend ici?
C'est la colle, mais en fait, tout dépend en fait de l'endroit d'achat. Mais en France, on estime que le gramme de cocaïne est à peu près à 60 grammes, ce qui dépend 60 euros pardon, le gramme. Voilà, donc ça peut varier de 80 à un euro, un peu moins. Tout dépend des zones en fait, d'achat. Le gramme, oui, tout à fait. Donc là, vous avez de la cocaïne qui est pure, donc elle va être coupée, mais des dizaines de fois, à plus de 50% probablement, pour alimenter. On est sur des bénéfices qui sont colossaux, là, quand même. Et le gramme, il est acheté combien en Colombie, en Bolivie, en Amérique du Sud? Ça, c'est une bonne question. Par les trafiquants, il est acheté combien? Tout dépend, en fait, du prix de gros. Généralement, on est à plus d'une tonne. Ça, je ne saurais pas vous dire, parce que je ne suis pas spécialisé dans l'achat de cocaïne en Colombie, par exemple. Est-ce que la nature du produit qui est retrouvé dans ces ballots est un indicateur pour les enquêteurs, puisque les autorités ont dit soyez extrêmement prudents, c'est un produit très pur qui peut être très dangereux pour tous ceux qui peuvent ramasser ces paquets sur la plage? Il est évident que pour des consommateurs de cocaïne, ce n'est pas le produit que eux achètent quotidiennement, puisqu'il va être... Là, on est quand même juste au stade de l'arrivée, en gros, en Europe, donc il va être pris en charge. Pas trafiqué, pas touché, produit pur, quoi. Quasiment, oui, qui a été... Enfin, pur, c'est quand même très chimique, hein, donc voilà, mais... ça va être acheté, divisé dans des organisations criminelles qui vont même revendre. En fait, on a des systèmes d'achat. Peut-être on a une dizaine d'acheteurs. Si c'est des Français, ça peut être des Anglais, ça peut être n'importe qui vont ensuite revendre chacun à leur filière. Et on va avoir le produit, in fine, qui sera coupé énormément. Donc ce n'est pas du tout ce produit-là qui est découvert sur les plages. Dominique, qui enquête sur cette affaire et quelles sont un peu les prochaines étapes? Écoutez, ils vont travailler sur cette affaire, j'imagine, des gros services centralisés de l'Octrice, centrale pour la lutte contre le trafic des stupéfiants. Et puis derrière, eh bien, si on arrive... Alors, il va falloir faire des analyses de la drogue. Bon, on imagine que tous les paquets proviennent du même fournisseur, donc on va analyser paquet par paquet pour savoir s'il s'agit bien de la même drogue. Et puis peut-être retrouver une drogue du même type, parce que chaque drogue a sa signature, en raison de sa pureté, en raison de sa fabrication, peut-être en retrouver dans Paris, à Nice ou ailleurs, et faire le rapprochement entre ce qui a été retrouvé sur une plage, ce qui est vendu dans une ville, et le rapprochement ensuite, si on arrive à trouver ceux qui ont vendu la drogue dans cette ville, par qui elle a été achetée. Enfin, c'est un travail énorme. Mais bon, l'Office central des stupes, c'est très très bien faire. C'est vraiment leur boulot. Ils ont des hyper spécialistes. Le travail des labos est important. Je parle des labos de la police scientifique. Et puis, je vous rappelle, encore une fois, dans la zone Antilles, policiers, gendarmes, douaniers, tous ces gens-là travaillent ensemble et surveillent tous ces réseaux, bien sûr. Et on suivra ce dossier de près. Merci beaucoup, Brendan Kamet, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Elle s'appelle Corinne Tanet, une mère encore debout après l'horreur qu'elle a vécue le 11 juin 1994. Ce jour-là, sa fille de 9 ans, Émilie, en garde chez des amis de la famille, s'effondre empoisonnée au cyanure. Poison qui avait été glissé dans le sirop qui devait la soigner d'une bronchite. Ce sera l'affaire dite de la Josacine empoisonnée. Aujourd'hui, Corinne Tanet publie La réparation volontaire chez Grasset, un livre de contre-enquête dans lequel elle raconte les échanges qu'elle a eus avec celui qui a été condamné pour le meurtre de sa fille. Des échanges qui aujourd'hui la font douter de la culpabilité de cet homme qui a toujours clamé son innocence. Alors, le climat de l'époque, le spectre de l'erreur judiciaire, on va revenir sur cette affaire hors norme avec Dominique, avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 11 juin 1994 avec Elisa Trana. Si vous utilisez un antibiotique, la Josacine granulée pour suspension buvable, les laboratoires Belon vous demandent d'interrompre le traitement. Juin 1994, la France s'affole. Le sirop Josacine, l'un des médicaments les plus donnés aux enfants, a provoqué la mort d'une fillette. Plus de 200 000 flacons ont donc été retirés de la circulation. Quelques jours plus tard, le sirop est mis hors de cause. C'est en réalité une dose de cyanure injectée au flacon qui a tué Émilie Tanet. Ce samedi-là, la petite fille est hébergée chez un camarade de classe, la famille Tocqueville. Ses parents la déposent vers 15h, en lui rappelant de bien prendre ses médicaments pour soigner une bronchite. Émilie passe l'après-midi à une fête médiévale, puis vers 20h, de retour à la maison des Tocqueville, elle avale le sirop que lui a préparé sa maman. Quelques minutes plus tard, elle s'effondre et perd connaissance. Elle a dit c'est pas bon.
Et elle est allée dans la cuisine où mon mari se trouvait et elle s'est rincée la bouche au robinet directement. Quand le SAMU arrive, les Tocqueville fournissent peu d'informations. La petite Émilie est emmenée à l'hôpital où elle décède dans la soirée. Quelques heures plus tard, l'aspect du flacon de Josacine va intriguer une infirmière et faire l'objet d'analyses. Mais qui aurait pu vouloir empoisonner une petite fille de 9 ans? Une hypothèse se forme dans la tête de certains enquêteurs. Sylvie Tocqueville, qui gardait Émilie le soir de sa mort, a eu une aventure extra-conjugale avec un certain Jean-Marc Deperroy. Et si ce notable avait voulu éliminer son rival en l'empoisonnant au cyanure, molécule qu'il utilise dans le cadre de son travail? Jean-Michel Tocqueville, le mari trompé, finit par s'en persuader. Ce ne sont pas mes enfants qui étaient visés, ni mon épouse qui était visée. Donc je pense que c'était moi qui devais être visé quand même. Émilie serait-elle morte par méprise dans une affaire d'adultère? De nombreuses zones d'ombre subsistent, mais le 25 mai 1997, Jean-Marc Deperroy est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il ne cessera de clamer son innocence. Alors on va revenir sur cette affaire de la Josacine empoisonnée avec nos invités. Frédéric Lantieri, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste spécialiste des faits divers. Jean-Michel Dumais, bonjour, ancien chroniqueur judiciaire au journal Le Monde. D'abord peut-être Frédéric Lantieri, on vient de revoir toutes ces images, toute cette histoire. Le nom Josacine empoisonnée est resté dans tous les esprits. C'est une affaire hors norme. Toutes les affaires sont hors normes, si je puis dire, mais celle-là, elle a eu une résonance médiatique extraordinaire, et notamment parce qu'elle a eu aussi une résonance presque régionale et sociale. C'est-à-dire qu'à Cruchet-le-Valas, on était absolument pour Deperroy, contre les parents de la petite Émilie. C'est aussi ça qui a donné une dimension, je pense, humaine tout à fait étonnante. Comment vous regardez cette histoire avec un peu de recul aujourd'hui? On va évidemment rentrer dans le détail, mais un sentiment général aujourd'hui? J'ai du mal à la vivre avec du recul parce que, si je puis dire, je suis, depuis le procès auquel j'ai assisté, en plein dedans. Et j'étais notamment, l'intermédiaire par lequel Mme Tanet a pu rencontrer Jean-Marc Deperroy. Et j'ai pu aussi discuter avec elle ces 4 dernières années des doutes qui apparaissaient. Il faut savoir que cette maman, au départ, cette mère de famille, était farouchement convaincue de la culpabilité de Jean-Marc Deperroy, et aujourd'hui, elle s'interroge très concrètement sur ce qu'il s'est passé le soir du drame. Alors Jean-Michel Dumais, comment est-ce qu'elle est passée de ce premier sentiment à celui d'aujourd'hui et à l'écriture de ce livre? Alors, comment c'est arrivé? Bon, j'ai toujours des scrupules à parler à la place des gens, mais très clairement, elle a eu l'appui à un moment donné d'une amie commissaire de police qui lui a conseillé, entre autres, de lire le livre que j'avais écrit en 2003, qui était la suite d'une contre-enquête parue dans Le Monde en 2002. Elle avait elle-même, nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années, Corinne Tanet et moi, quand je dis ça, c'est évidemment par intermittence, mais elle a toujours exprimé des questionnements. Malgré sa farouche conviction affichée à l'époque, elle avait toujours des questionnements. Depuis 4 ans, elle a repris tout le dossier, j'allais dire en décalage, comme je l'avais fait il y a une vingtaine d'années, en relisant tout ce dossier. Et elle a isolé des choses que j'avais déjà repérées et qui avaient déjà été actées dans le cadre de procédures en diffamation, de procès qui m'avaient été intentés. Il faut quand même savoir qu'il y a 14 ans de cela, un tribunal, le tribunal du Havre, à la suite de la lecture de mon livre, a estimé que je formulais une hypothèse alternative à l'accusation, plausible. Il faut savoir aussi que Sylvie Tocqueville, qu'on a revue dans votre petit sujet, lors de ce procès, ça n'a pas du tout été médiatisé à l'époque, mais Sylvie Tocqueville elle-même a reconnu que cette hypothèse, ça s'est passé chez elle, ce drame. C'est chez elle que la Josacine... Elle a reconnu que cette hypothèse était administrée plausible. À Émilie. Le tribunal a aussi vu que nous avions établi la possibilité d'avoir du cyanure chez les Tocqueville ce soir-là, et avait déjà reconnu ce que Mme Tanet continue de faire, enfin aujourd'hui, prolonge, c'est qu'il y avait des incohérences extrêmement majeures dans les déclarations des Tocqueville, notamment, une chose très très simple, Frédéric et moi avons suivi un procès. Moi j'ai fait une chose très simple, j'ai dit aux médecins et à l'infirmier qui sont intervenus le soir du drame, voilà ce qu'on a entendu, voilà les faits qui nous ont été rapportés, voilà comment cet enfant a pris un médicament et se serait rincé la bouche au robinet, se serait plaint de brûlures, etc. Et le personnel médical qui est intervenu ce soir-là a dit, mais attendez, si on nous avait dit ça, on aurait agi autrement. Je voudrais justement, je vous donne la parole dans un instant, je voudrais qu'on entende Corinne Tanet. Elle a parlé chez nos confrères de France 5 de C'est à vous cette semaine, et justement elle a parlé de son geste que vous resituiez, de cette volonté de rencontrer celui qui a été condamné pour le meurtre de sa fille. On va l'écouter.
Au moment où je le rencontre, je n'emmène pas large, quoi. Je ne sais pas qui je vais avoir en face de moi, je ne sais pas dans quoi je me lance. Effectivement, j'ai eu en face de moi un homme aussi abîmé par cette affaire, un homme qui clame son innocence depuis 25 ans. Effectivement, c'était pas facile pour lui. Et oui, j'ai vu les doutes de cet homme-là, j'entends les doutes humains, j'ai vu ses fragilités, j'ai vu sa difficulté à s'exprimer en face de moi. Il a fallu vraiment que je sois... vous avez lu cette conversation. Il a fallu vraiment que je ne lâche rien, que je le ramène toujours à répondre à des questions. Non pas, je crois pas qu'elle le dérangeait. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que la maman d'Émilie lui pose de telles questions. Je lui ai dit, battez-vous. Si vous êtes innocent, battez-vous. C'est à vous de me démontrer, de nous démontrer votre innocence. Moi, j'estime que voilà, à travers ce livre, il y a matière à réfléchir. Frédéric Lantieri, je voudrais votre sentiment. Quand elle raconte comment elle va le voir, qu'elle est obligée de lui poser beaucoup de questions pour qu'il parle, ce qu'elle raconte là, c'est très poignant dans ce livre. Comment vous l'avez vécu, vous qui avez couvert ce procès, vous qui connaissez parfaitement cette affaire? D'abord, je voudrais dire que cette femme est assez admirable et qu'elle a quand même fait preuve à la fois d'une remise en cause personnelle. Je pense que, ce qui est un peu troublant dans ce livre, c'est qu'on a presque le sentiment d'un testament. Mais elle n'arrête pas de dire j'ai plus de temps, il faut que je... Voilà. Et ça s'appelle bien la réparation volontaire. Donc là, elle vient pour une démarche personnelle d'ailleurs. Ce qu'elle dit, moi je veux être en paix en fait, en gros. Je suis déjà en paix, je veux être en paix avec moi, avec les autres, avec tout. J'ai dépassé tout ça et maintenant je veux qu'on se regarde droit dans les yeux. Et l'impression que j'ai, moi, à la lecture de ce livre, c'est qu'il ne l'a pas convaincue non plus de son innocence. Et quand elle dit c'est à lui de me le démontrer, mais elle est au-delà de la haine, elle a terminé tout ça. Donc moi j'ai trouvé ça extraordinairement poignant, émouvant et assez admirable. Et dans tous les arguments qu'elle donne, vraiment celui que j'ai trouvé, c'est peut-être ce que vous vouliez dire, Jean-Michel, ce que j'ai trouvé vraiment de plus troublant, c'est sur l'heure de la mort, si je puis dire. C'est-à-dire que les parents de la petite de Tocqueville, chez qui la petite Émilie Tanet était, ont dit elle a pris le médicament aux alentours de 20h. À 20h15, elle est prise d'un malaise et on appelle les secours. Et en gros, ce qu'elle dit, elle, et je crois que ce qui avait été dit d'ailleurs un petit peu au procès, c'est que tous les médecins disent entre le moment où on boit du cyanure et où on meurt, c'est très très rapide. Les 15 minutes ne s'expliquent pas. C'est ce laps de temps qui est incompréhensible. Voilà, là il y a une énigme extraordinaire. Mais j'ajouterais, et Dominique le sait parfaitement, c'est que quelquefois il est très vain d'essayer d'imaginer, de reconstituer totalement les faits. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et je crois qu'il faut admettre qu'on ne sait jamais totalement la vérité des choses. Mais c'est vrai que cette démarche qui consiste à aller au-devant de celui qui a été dit par la justice coupable, considéré comme coupable par la justice, dont tous les pourvois ont été rejetés, c'est quand même une démarche extrêmement forte et suffisamment rare. Vous avez vraiment œuvré pour ça? Vous avez été l'intermédiaire? Moi, je ne comprends pas comment ça peut arriver. Mais c'est aussi je trouve ça admirable, encore une fois. Le principe de la justice réparatrice. Oui. Jean-Michel. Oui, c'est plus compliqué que ça. Comme dirait Madame Tanet d'ailleurs, je sais qu'elle dit ça toujours. Elle m'appelle il y a 4 ans, c'était en novembre 2015. Lorsqu'elle m'appelle, je suis très surpris de sa volonté de rencontrer Jean-Marc de Perrois. Et d'ailleurs, ça a mis du temps, ça a mis presque 1 an. La première rencontre à laquelle j'ai assisté n'aura eu lieu qu'en octobre de l'année suivante, en 2016. Il faut aussi savoir, parce que Madame Tanet exprime son sentiment, mais que pour Jean-Marc de Perrois, lorsqu'il la rencontre, c'est un moment extrêmement fondamental, parce que cette femme n'a cessé de dire qu'il était l'assassin de sa fille. C'était très lourd pour lui, il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Mais c'est parce que la justice lui a dit à cette femme, et les enquêteurs lui ont dit. Tout à fait, on est d'accord là-dessus, on est d'accord. Mais donc, il y a eu cette rencontre, c'est un moment extrêmement important. Comme l'a dit Frédéric, c'est une démarche exceptionnelle, c'est sûr qu'elle entreprend ça, mais je vous ai parlé tout à l'heure d'un procès qui m'a été intenté, à l'issue duquel un tribunal a estimé l'hypothèse que je formulais, qui est donc celle d'un accident domestique camouflé, plausible. Elle était à côté de moi au moment du prononcé de ce jugement, et elle était évidemment assez ébranlée, me semble-t-il, déjà qu'un tribunal puisse dire qu'une autre hypothèse à l'accusation était plausible. Est-ce que la justice, question à tous les deux, s'est trompée en condamnant Jean-Marc de Perrois? D'abord, moi, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais très clairement aussi, dans son livre,
elle ne l'exonère pas. Et les charges accablantes sont toujours là. Elle a quand même relevé 57 mensonges. Il a menti 57 fois. Il a quand même dire aujourd'hui, et qu'il continue à dire qu'éventuellement peut-être c'est pas le bon cyanure. On peut plus dire ça aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est le cyanure qui provient du lot et qu'il a acheté du cyanure. Oui, et qu'il a acheté du cyanure et qu'il provient, même elle le dit, elle-même, je crois que dans l'interview de cet avou, elle est très claire, elle dit il reconnaît lui aussi que c'est le bon cyanure. Elle le dit. Jean-Michel Dumet, avant de répondre à ça, avant de répondre au cyanure, est-ce que la justice s'est trompée en condamnant Jean-Marc Perrois? Alors, moi j'ai assisté à ce procès, c'était pour moi insupportable de voir que le doute au moment du procès n'ait pas profité à l'accusé. Il faut se souvenir qu'en 1997... Ça arrive souvent. Hein. En 1980, oui, sauf que en 1997, il n'y avait pas de procédure d'appel pour les cours d'assises. Vous étiez condamné une fois pour toutes, vous pouviez juste former vous pouvoir en cassation et c'était terminé. Ce que demande Jean-Marc de Perrois aujourd'hui, c'est d'être à nouveau jugé, c'est d'avoir un nouveau procès. Voilà. Et pour ça, il faut un nouvel élément pour pouvoir ouvrir la procédure. Eh ben, écoutez, pour l'instant, il n'y en a pas. Les avocats de M. de Perrois, et notamment Valérie Rosano, qui est fidèlement à son côté depuis maintenant 25 ans, préparent une requête en révision, puisque Mme Tanet a dit que c'était à lui de démontrer son troisième. Oui. Ça sera la il y en a eu 2 rejetés, ça sera la troisième. Exactement. Et il se trouve que dans le livre de Mme Tanet, il y a une réflexion nouvelle, celle qu'a énoncée tout à l'heure Frédéric Lantieri. Il est vrai que, compte tenu de la dose de cyanure qui était dans le flacon... Ils disent qu'elle est 3 fois létale. Hein. On peut... Bon, sur les chiffres, voilà, il y a des experts qui se prononceront. Mais il est clair que le tableau clinique, si vous voulez, quand on est intoxiqué au cyanure, vous avez une forme suraiguë fraudoyante, vous avez une forme aiguë, vous avez une forme supérieure. Il y a plusieurs états. Et ce que décrivent à l'époque les Tocqueville ne correspond pas à la dose massive de cyanure qui a été retrouvée, je parle avec prudence, mais qui a été retrouvée dans le flacon. Voilà. Et cette réflexion nouvelle vient s'ajouter, si vous voulez, aux 2 autres requêtes en révision qui visaient à contester, d'une part, les expertises chimiques qui avaient été menées. On n'en a pas parlé ici, mais il y a eu j'avais sorti à l'époque du dossier des écoutes téléphoniques où clairement 2 personnes se parlaient, notamment un ami de la famille Tocqueville qui disait clairement à Jean-Michel Tocqueville « Tu vas passer à la télé, toi, avec ton produit que tu as mis dans la jossacine » et dont les conversations téléphoniques se terminaient par « On est bien clair, on ne s'est pas vu dans la journée ». Et cette écoute téléphonique n'a jamais fait l'objet d'aucune question au cours de l'instruction, du procès. Voilà. Après, il a fait l'objet d'une investigation au niveau de la commission de révision. Évidemment, avec autant d'années de recul, les protagonistes sont restés toujours muets sur les explications à ces écoutes. Et puis dernièrement, il y avait un élément nouveau aussi qui a été rejeté de manière... Bon, après... J'ai vu un jour dans un documentaire d'un de vos confrères sur France 2 que la présidente de la commission de révision elle-même disait qu'on pouvait ne pas être d'accord avec sa décision de rejet. Il y avait un élément sur l'odeur. Quand vous mettez du cyanure dans de l'ammoniac, quand vous mettez du cyanure dans de la josacine, ça dégage une forte odeur d'ammoniac très rapidement. Et très concrètement, l'infirmier qui est intervenu le soir du drame, il a senti ce flacon, il l'a trouvé parfaitement normal, en odeur, en aspect, et au niveau du volume. Et on verra s'il y a, je suis désolé de vous interrompre, on verra s'il y a un procès en révision, si cette demande est faite et si elle est acceptée. Merci beaucoup à vous deux, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Frédéric Lantieri, merci Jean-Michel Dumet d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain. Une image également à vous montrer, une image de l'actualité avec cette évacuation qui se poursuit aux Galeries Lafayette, puisque vous le savez, des Gilets jaunes ont envahi le centre commercial de Galeries Lafayette dans le 9e arrondissement en début d'après-midi, une évacuation qui a commencé il y a maintenant plusieurs minutes et qui se poursuit aux Galeries Lafayette. On y revient dans le non-stop avec Benjamin Dubois et Sandra Gondouin.